bienvenue dans la maison de l'Alsace ce matin. Nous sommes très ravis de vous accueillir dans ce magnifique endroit. Je suis Stéphane Castellani, je suis en charge de l'offre Marketplace API chez Axway. Donc ça fait plusieurs mois maintenant qu'on travaille en partenariat avec le BG sur le sujet du livre blanc dédié au Marketplace de services digitaux. C'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus présent chez nos clients grands comptes, aussi bien dans les directions informatiques que dans les directions métiers digitales. Et donc ça méritait pour nous de creuser davantage le sujet. Donc ce matin, donc vous allez avoir beaucoup de témoignages très intéressants et à l'issue desquels vous aurez une collation et un instant networking pendant lesquels vous pourrez discuter justement avec vos pairs et également avec toute l'équipe Axway ici présente. Bonjour à tous, merci d'être venus dans ce beau lieu. Je pense que ce qui est important, c'est que je me présente en 2 minutes, donc je suis catalyste chez Axway. Les catalystes, en fait, ce sont les gens qui s'occupent du conseil en transformation digitale de nos clients. Et auparavant, j'ai passé 25 ans dans un grand groupe bancaire français, Crédit Agricole, dans lequel j'avais fondé la première plateforme d'open banking, Crédit Agricole Store, en 2012. Donc je connais un petit peu le métier des API et c'est dans ce sens que j'ai rejoint Axway pour aider les clients et les prospects justement dans leur réflexion de transformation digitale autour des API. Alors API, je l'ai dit une fois, j'essaierai de plus le dire du tout parce qu'on va plus parler d'API. Et donc si vous voulez savoir qui est Axway, nous sommes depuis 30 ans des créateurs d'écosystèmes. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a plus de 30 ans, on a commencé par l'interbancarité, c'est-à-dire à mettre en place tous les systèmes qui permettaient de faire la compensation, les SWIFT, des choses dont vous avez entendu parler. Aujourd'hui, toutes les grandes banques françaises sont transitées par nos tuyaux, à peu près 50 milliards d'euros de flux. Donc ça fait 25 ans qu'on sait faire ces écosystèmes dans les banques, dans l'énergie, dans les transports. Et il y a à peu près une dizaine d'années, forcément, Axway a pris le virage des API, Axway a installé les API chez les grands comptes pour créer justement cette dynamique d'ouverture beaucoup plus simple que les transferts de fichiers. Et aujourd'hui, Axway observe ses clients et se rend compte que l'API n'est plus un sujet technique. L'API en fait se transforme. L'API devient un véritable produit digital. Ce produit digital, il ne va plus être forcément géré par les informaticiens. Alors je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'informaticiens dans la salle, mais vous n'allez pas être les seuls à gérer ces produits digitaux. Le marketing va s'en mêler. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, on voit que tous nos clients en fait, utilisent quasiment le même processus. C'est-à-dire que tous nos clients commencent par mettre en place des API techniques. Donc si vous l'avez fait, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas déjà aujourd'hui sur la partie plateforme, c'est pas grave. Donc au départ, tous nos clients utilisent l'API comme un sujet technique. Puis au fur et à mesure de l'usage, de la maîtrise, ils se rendent compte que ces API peuvent les ouvrir à l'extérieur pour consommer des services ou peut-être à l'intérieur pour donner quelques bouts de système d'information à une équipe d'innovation. Ça peut commencer comme ça. Et puis une fois que ce processus est maîtrisé, ils se rendent compte que les API, qui deviennent donc des produits digitaux, peuvent être exposés à un écosystème, peuvent être composés, peuvent être vendus potentiellement, et donc ça devient un véritable nouveau canal de distribution. Alors à travers ce nouveau canal de distribution, vous avez souvent entendu parler des business as a service, donc dans la banque c'est la banque as a service, mais ça peut être de l'énergie as a service, ça peut être des tas de choses. Donc on va serviciser ses propres produits internes pour qu'ils soient utilisés par un écosystème. Et puis, une fois qu'on a mis en place ça, alors ça c'est un peu compliqué à mettre en place parce qu'il faut mettre en place un système d'identité digitale, un système de sécurité, un système de paiement. Et une fois qu'on a mis en place tous ces systèmes, on se dit c'est bien parce qu'on est capable de vendre nos produits digitaux, mais pourquoi on ne vendrait pas aussi les produits digitaux des autres? Et là, on vient vraiment sur le sujet de la plateformisation. C'est-à-dire que vous allez distribuer vos produits, mais vous allez aussi distribuer les produits des autres. Et là, votre business, il va vraiment changer puisque vous allez vous faire potentiellement des commissions sur des produits qui ne sont pas les vôtres. Alors moi j'ai juste une première question. Peut-être ce serait c'est de définir précisément ce que tu entends par produit digital. Alors, ça peut être très large. Ouais, un produit digital, c'est pas que une API. Un produit digital en général, alors effectivement à la source vient souvent une API, c'est-à-dire un service de votre système d'information. Dans une banque, ça peut être, je sais pas, la liste des comptes d'un client. C'est un service qui permet d'accéder au système d'information ou faire un virement. Voilà. Ça peut être, je ne sais pas, dans l'automobile, la géolocalisation d'une voiture. Donc tous ces services, en fait, qui sont des services unitaires, c'est des services techniques, mais ils vont être consommés par des développeurs externes qui vont les utiliser pour fabriquer des parcours clients de bout en bout.
beaucoup plus intelligents. Et donc c'est là que ça devient des produits digitaux. C'est-à-dire qu'en fait, si je voulais filer la métaphore, je dirais que l'API, c'est un truc hyper technique. C'est comme le petit pois dans un champ. D'accord ? Mais entre le petit pois dans un champ et la boîte de bondel que tu achètes au Monop, il y a tout un processus qu'il va falloir mettre en place. Ce processus, ça va être quoi ? Ça va être trier les petits pois. Donc là, pareil, entre l'API très technique et le produit digital, il va falloir trier les API qui sont trop techniques, de celles qui pourront être exposées, de celles qui sont peut-être obsolètes. Ensuite, derrière, on va expliquer aux développeurs comment on s'en sert. Donc là, on fait l'étiquette sur la boîte de petits pois. Pareil, on va faire des how-to, des vidéos, des bouts de code qu'on va donner aux développeurs pour savoir comment on s'en sert. Puis après, derrière, on va les mettre en boîte. On va fabriquer le vrai produit. On va mettre un prix sur ce produit, donc il va y avoir des notions de pricing, et ça c'est tout un sujet qu'on pourra discuter, la valorisation des API. Et puis après on va les mettre dans un rayon, alors c'est pas forcément le rayon du Monop, mais en tout cas c'est un beau rayon, et pour que ce rayon soit beau, soit exposé, soit reconnu, qu'il y ait une vraie achalandise, il va falloir fabriquer une marketplace. Et c'est là en fait qu'on trouve la marketplace de services digitaux. C'est-à-dire que la marketplace de services digitaux, c'est pas une marketplace comme vous la connaissez à la Cdiscount où on va vendre des machines à laver. C'est exactement la même chose, mais on ne va pas vendre des produits physiques, on va vendre des services digitaux avec tout ce que je viens d'expliquer. D'accord. Et aujourd'hui, concrètement, en février 2023, quel état des lieux est-ce qu'on peut dresser de ce marché de marketplace de services digitaux ? Quelle maturité du marché ? Qu'est-ce que toi, tu observes ? Alors moi, ce que j'observe, c'est une sorte de grand schisme entre les gens qui démarrent, qui s'essayent aux API, qui commencent à regarder un petit peu ce qu'il y a dans leur système d'information et qui réfléchissent à comment on peut y aller, et puis d'autres qui ont pris vraiment beaucoup d'avance, en se lançant directement, en faisant des choses, en inventoriant ces services, et ça va se refléter, vous allez voir dans le livre blanc que vous avez, peut-être pas sous les fesses, parce que j'espère que vous l'avez mis pour vous, mais vous allez avoir des interviews qui sont vraiment très très différentes, avec des gens qui comprennent complètement l'intérêt de se lancer dans cette commercialisation du service, et puis d'autres qui l'ont déjà fait, qui peuvent vous expliquer ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et on a des bons exemples dans la salle de gens qui pourront vous expliquer, ou moi je pourrais, si vous voulez, vous expliquer comment ils ont fait ou comment ils n'ont pas fait. Et ça, c'est ce qui est important, je trouve, c'est que c'est un marché qui est naissant, mais il y en a qui avancent très très vite, parce que mettre en place une marketplace, bon an mal an, c'est quelques mois de travail. Les produits sont déjà là, sur étagère. Le plus compliqué, c'est de regarder ce qu'on a chez soi, faire l'inventaire, et puis derrière d'engager l'écosystème, c'est-à-dire trouver des clients. Et ça, c'est un vrai métier. Point effectivement très important d'engager l'écosystème, comme on le verra tout à l'heure. En parlant du livre blanc, quels sont finalement les grands enseignements que tu en tires ? Quelles sont vraiment les principales informations vraiment que tu retiens de ce livre blanc ? Alors, moi j'ai été heureusement étonné, je veux dire, parce que je pensais qu'il y avait des tas de métiers qui étaient scotchés dans la marketplace physique et qui avaient du mal à en sortir. Je le pensais à tort, parce que moi ce que j'observais, c'était plutôt des services dans le tertiaire où ça avançait très vite, et je pensais qu'il y avait des tas de métiers où ça n'avançait pas. Or, quand on a fait des interviews, on se rend compte d'une chose, c'est que même s'ils n'en sont qu'au début, toutes les réfléchissent à quels sont mes services digitaux et comment je vais pouvoir les vendre, les commercialiser, les exposer. Comment je vais pouvoir me positionner dans ce nouveau monde ? Parce que ce qui est intéressant, je vous disais, il y a la partie service, mais il y a la partie plateforme. Comment dans ce nouveau monde je vais positionner mon business ? Est-ce que je vais rester fournisseur de services ? Et il n'y a rien de dégradant là-dedans. Être fournisseur de services dans une bonne marketplace vaut mieux que d'opérer une marketplace qui n'a pas de service dedans. Donc est-ce que je vais être un super fournisseur de services ou est-ce que je vais être un opérateur de marketplace ? Et là, si je vais être un opérateur de marketplace, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser sur quelles sont les missions de mon entreprise, quelles sont les visions, comment j'engage la stratégie, est-ce que j'ai l'atout le plus important ? Et l'atout le plus important pour être un opérateur de marketplace, c'est la confiance de mes clients. Vous avez vu qu'Amazon a mis à peu près 15 ans avec plusieurs centaines de milliards pour acheter cette confiance. Ils l'ont acheté tout bêtement. Aujourd'hui, chez Amazon, si vous êtes client Amazon, vous avez un problème, vous renvoyez le produit, Amazon, ils ne vous posent même pas de questions. Ils remboursent le produit, ils ont créé la confiance. Ça leur a coûté un fric de dingue, mais aujourd'hui, Amazon, c'est une plateforme de confiance.
Je pense qu'il y a un certain nombre de métiers ici où vous avez déjà la confiance de vos clients. Alors, quand on regarde la liste, les métiers de la santé, les métiers de la finance, les gens vous confient leur argent, donc généralement ils ont confiance en vous. Donc moi, mon message, c'est de dire, allez-y, foncez, parce que vous avez déjà toute cette avance par rapport à ceux qui doivent créer la confiance. Créer la confiance, ça coûte très cher. Comment est-ce qu'on crée la confiance justement chez Axway ? Alors, la confiance chez Axway, alors nous, on ne va pas créer la confiance pour vos clients. Par contre, on va vous aider à donner les vraies briques qui vont vous permettre de créer cette confiance. Qu'est-ce que c'est que les briques qui vont créer la confiance ? Ce qu'il faut voir, c'est quand vous allez commencer à exposer vos services à l'extérieur. Alors, on parlait tout à l'heure des services techniques, ça existait déjà au temps des API. Cette ouverture du système d'information, il est primordial qu'elle soit au niveau de la sécurité la plus haute. Donc, nous, on a une gradation militaire EAL4+, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion de sécurité qui ne peut pas être prise, enfin qui peut être prise à défaut, parce que forcément, il n'y a aucune sécurité qui est inattaquable. Enfin, en tout cas, on a mis le niveau qui est quand même le plus élevé en termes de sécurisation. Donc, sécurité absolue. Et puis, on a aussi la capacité d'attirer le chaland avec des produits qui directement vous permettent de lancer une marketplace qui est une marketplace sympa à voir, on va dire. Voilà, parce qu'une marketplace, il faut que ce soit une vitrine. La vitrine sur les Champs-Élysées est quand même plus chouette que le kebab de Montreuil. Donc, on va avoir un truc qui est vraiment joli, qui va vous permettre d'avancer très 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 vite. Et on a aussi tous les outils qui vont permettre de faire l'introspection de votre système d'information pour sélectionner les services que vous voulez exposer. On a les outils qui vont vous permettre de gérer l'authentification, de se connecter sur vos systèmes d'authentification déjà préexistants. Alors, des fois, ça demande un petit peu d'interconnexion, mais généralement, ça se passe plutôt bien. Donc, on a toute cette sécurité qui va avec, qui va vous permettre de créer la confiance et d'attirer le chaland. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même certains secteurs ou certains types d'entreprises peut-être qui te semblent plus avancés que d'autres sur ce sujet ? Forcément, il y en a qui sont plus avancés. C'est ceux qui ont déjà eu une réflexion très amont sur les services et l'APIisation de leur système d'information. Alors il y en a à qui on a un peu tordu le bras. On a les banques. À qui l'Europe a dit, voilà, vous avez la directive sur les paiements numéro 2 qui vous oblige à ouvrir votre système d'information. On aura d'ailleurs un exemple concret tout à l'heure, très on intéressant. va vous donner quelques exemples parce qu'eux, forcément, ils sont en avance. On les a obligés à s'ouvrir avec des API. Et à un moment, ils se disent, c'est chouette, on a ouvert avec des API, comment on peut trouver un ROI à tout ça ? On peut trouver un ROI en créant justement cette marketplace, en engageant un écosystème et en projetant la valorisation de ces API qui, pour l'instant, sont ouverts à titre gracieux. Très bien. Un autre point, peut-être, est-ce que tu as une autre conclusion à apporter au livre blanc ou un autre point que tu souhaiterais aborder ? Pour moi, le point principal, c'est qu'on est quand même sur un sujet d'innovation. On va tous se planter. Non, mais il faut le savoir, quand on fait de l'innovation, si on ne se plante pas, c'est qu'on n'a pas innové. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est quand on saute de l'avion, qu'on vérifie qu'on a le parachute dans le dos, c'est-à-dire que quand vous allez vous lancer, vérifiez que tout ce que vous allez faire peut évoluer facilement. Sur les notions de valorisation des API, alors je préfère parler de valorisation que monétisation. On a des modèles de monétisation, on sait que ce ne sera pas les bons. Mais il faut se lancer, il faut tester. Il faut surtout avoir des produits qui vous permettent de changer facilement. Pour l'exposition, la composition des services, alors il y a quelques personnes dans la salle qui vont se reconnaître, faire un produit digital, c'est pas forcément prendre une API. C'est pas forcément prendre 1000 API et les regrouper. Il y a toute une recette, une alchimie qui fait encore partie du domaine de l'innovation. Donc là, on ne sait pas comment on fait. Il faut qu'on ait un produit. Il n'y a pas de guidelines à l'heure actuelle. Il n'y a pas de guidelines, on est en train de les créer. Donc il faut vraiment digital, que vous partiez avec un éditeur qui vous donne la capacité de vous tromper. C'est-à-dire que vous allez tester quelque chose. Si ça ne marche pas, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, une semaine, peu importe, vous êtes capable de changer sans que ce soit un investissement. Voilà. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des métriques. Il faut avoir toutes les métriques qui vous remontent et qui vous permettent de savoir comment c'est consommé, combien ça coûte, combien ça a coûté à vos clients. Donc ça, il faut avoir des super métriques et puis des outils qui vous permettent avec du drag and drop de recomposer vos produits, de changer le mode de pricing, de changer peut-être même la manière de s'identifier sur votre site, de s'intégrer sur les sites parce que vous avez certainement des sites existants. Donc il faut des choses qui sont entièrement ouvertes pour pouvoir s'intégrer. Donc beaucoup de souplesse parce que on va se planter, mais c'est ça qui est sympa.
Très bien, alors je ne sais pas si tout le monde va se planter. En tout cas, il y a quand même quelques entreprises qui ont eu déjà de belles réussites et qui ont bien avancé dans leurs projets de marketplace digitaux. Donc effectivement, on comprend mieux pourquoi c'est important aujourd'hui de franchir le pas et de tendre vraiment vers cette nouvelle génération de marketplace. Maintenant, reste à savoir comment. C'est-à-dire quel socle technique on met en place, quelle organisation on déploie autour, quel retour sur investissement on peut attendre. Et donc pour en parler, évidemment, le mieux c'est de poser la question à celles et ceux qui ont déjà franchi le pas. Donc je passe la main maintenant à Romain Delfos et à Blandine Calcio-Godino de la Banque des Territoires et qui vont nous expliquer comment est née chez eux la réflexion autour des marketplaces. Et comment est-ce qu'effectivement ils en sont arrivés à tendre vers les services digitaux. Bonjour à tous, Blandine Calcio-Godino, je suis effectivement responsable du pôle écosystème et développement à la Banque des Territoires. Et donc on est là pour vous parler de Marketplace, mais aussi de cette dynamique écosystème qu'on a mis en place. Vous dire que donc, la Banque des Territoires, déjà, ça fait partie de la Caisse des dépôts. Cette dynamique écosystème, en fait, elle a été justement lancée au moment de la création de la Caisse des dépôts, c'est-à-dire en 2018. Dès 2018, en fait, on a souhaité avoir une Banque des Territoires qui soit vraiment recentrée sur ses clients. Alors, ça vous paraît rien pour vous, mais pour un acteur semi-public comme la Banque des Territoires, parler de clients, déjà, c'était un peu une révolution. Et ensuite, ce qu'on a posé comme point de départ pour la Banque des Territoires, c'est pour ces clients, en fait, donc nos clientèles, peut-être en rappel, ce sont à la fois les collectivités locales, les organismes de logements sociaux, les professions juridiques, notamment les notaires, donc nous sommes le banquier de la justice, et puis les entreprises publiques locales. Et pour ces 4 segments de clientèle, en fait, notre objectif, c'est de pouvoir répondre à leurs besoins, à l'ensemble de leurs problématiques, à la fois avec nos offres, avec nos expertises en propre, celles de la Banque des Territoires, mais aussi avec celles de nos partenaires. Donc voilà, en fait, cette dynamique-là, c'est vraiment de pouvoir apporter à nos clients les offres et les services des partenaires. Donc c'est vraiment cette dynamique qu'on retrouve ici, la dynamique marketplace, que nous, on incarne aussi physiquement. On a créé, on a été bien inspirés, on l'a fait en mai 2021, donc un petit peu encore pendant la pandémie. On a créé un lieu physique d'événementiel pour justement accueillir nos clients et nos partenaires. Et pour toujours faire cette mise en relation, là, qui n'est plus digitale comme les marketplaces, mais qui est physique. Et je pense que c'est vraiment deux game changers qu'on a réussi à mettre en place à la Banque des Territoires. Et ces 2 game changers ne se construisent pas en opposition, bien au contraire, ils sont le reflet l'un de l'autre. Ils sont là pour les deux pour mettre et donner à voir ce qui se fait dans les territoires, permettre aux gens d'exposer leurs expériences, leurs réalisations, de permettre aux gens qu'on va retrouver sur la marketplace ou dans les personnes qui vont présenter au web des territoires, qui présentent leurs solutions. Et donc à la fin, comme on l'aura ici avec un petit moment de networking, il y a aussi cette étape de mise en relation qu'on retrouve de la même manière dans la partie marketplace. Alors justement, aujourd'hui, concrètement, quel retour est-ce que vous avez déjà autour de cet écosystème de marketplace qui a été mis en place? Comment est-ce que tout ça est agencé au sein de la Banque des Territoires? Alors effectivement, on a déjà un premier succès de marketplace qu'on a mis en place dès 2018. On a souhaité vraiment que dès le lancement de notre plateforme Banque des Territoires, qui est la plateforme de référence pour l'ensemble de nos clients, on a souhaité mettre en ligne une marketplace, un annuaire plutôt, de la Smart City. Pourquoi la Smart City? Parce qu'à l'époque, en 2018, c'était quand même pas un sujet qui était très bien appréhendé par les collectivités locales. Et notre objectif, c'était de montrer ce que recouvrait cette notion de Smart City, à la fois les entreprises de la mobilité, les entreprises de la relation citoyenne, les entreprises à l'époque moins de la transition écologique, mais de la qualité de l'air, de la gestion des risques, etc. Donc leur donner à voir ce champ des possibles. On a maintenant un référencement de plus de 400 entreprises dans cet annuaire qui est volontairement très large et très ouvert. Là encore, c'est très caractéristique pour la Banque des Territoires, mais c'était la première fois que
sur un site institutionnel de la Caisse des dépôts, on référençait des acteurs privés sans avoir une procédure extrêmement forte de due deal. On les référence assez simplement. Ils peuvent tout simplement cliquer sur un bouton online. Et derrière, il faut évidemment qu'ils apportent un certain nombre d'assurances, être une vraie entreprise et surtout avoir une référence forte d'expérience avec une collectivité locale. Mais voilà, cette première expérience nous a quand même montré qu'on pouvait mettre en place une marketplace très ouverte, avec un grand nombre d'entreprises référencées. Et derrière déjà, Romain m'a rejoint dans l'équipe. Donc ça, c'était début 2021. Et on s'est dit... Vous êtes combien alors dans l'équipe, juste pour préciser, aujourd'hui? Une quarantaine, non? Ouais. Non, plus sérieusement... plus sérieusement... Ouais, voilà. Romain a un collaborateur en plus qui est permanent, et ensuite on a beaucoup, comme on sait bien le faire dans le monde public, beaucoup de juniors, comme on dit, de contrats courts qui nous accompagnent sur ces sujets-là. Maintenant, on est une toute petite équipe. Et du coup, suite à cette première réussite de Marketplace Smart City, on s'est demandé comment finalement continuer à déployer cette dynamique. On était parti à l'arrivée de Romain sur la mise en place d'une macro marketplace, en se disant on va méga référencer au-delà de ces premiers acteurs-là, ouvrir au maximum. Et puis on en est revenu parce qu'on s'est dit que finalement il y a un enjeu à avoir des marketplaces plus thématiques et qui parlent plus directement à nos clients. Finalement, il y a un sujet comme de maturité des clientèles qu'on adresse. Et du coup, leur présenter un maximum d'offres, c'est aussi les perdre. Donc il faut vraiment les accompagner. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une dynamique de parcours, et notamment avec Romain. Et peut-être avant de passer sur le parcours, revenir sur l'exemple que tu donnais, Emmanuel, de comment on arrive sur cette marketplace d'un point de vue technique, et le parcours. Et comme le disait Blandine, nous on est plutôt parti du point d'arrivée que tu donnais tout à l'heure, et on est plutôt parti du côté plateforme, c'est-à-dire qu'on a voulu démontrer comment on construisait un écosystème et l'utilité d'une marketplace pour nos clients avant d'arriver sur l'utilité pour la Banque des Territoires. Donc c'est le premier point. Et puis le deuxième, donc d'un point de vue technique, comment on s'y est pris, c'est des développements qui ont été faits en interne à l'époque sur le CMS qui héberge aujourd'hui banquedestesterritoires.fr, avec des pages spéciales qui ont été créées pour avoir la forme d'un annuaire d'une marketplace et arriver sur la mise en relation. Ça nous a permis pas mal de choses, notamment d'apprendre quels étaient nos besoins en termes de mise en relation, quelles étaient les difficultés vis-à-vis des différents offreurs et des différents, je vais pas dire des différents demandeurs sur un marketplace. Et donc du coup, on est pas mal monté en compétence sur ces sujets-là. Et quand on a lancé l'appel d'offres l'été dernier, on avait tous les éléments pour construire la marketplace quand on en avait besoin. Vous parliez avant effectivement de parcours de bout en bout. Ça, c'est vrai que c'est un sujet vraiment essentiel lorsqu'on parle des marketplaces. Qu'on est quand même à l'heure vraiment de l'expérience client, de l'expérience utilisateur, qui sont désormais vraiment des fondamentaux, et aussi des facteurs différenciants pour les entreprises. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel parcours vous avez mis en place, et puis nous donner peut-être un exemple sur une thématique précise pour illustrer ce point? En fait, comme on le disait, on a énormément de clientèle, énormément de thématiques qui sont adressées par la Banque des Territoires. Et quand on se met du côté client, le client, je prends un exemple collectivité locale pour illustrer, il a énormément de thématiques et énormément de sujets sur lesquels il doit se positionner aussi. Et il n'est absolument pas expert de chacune de ces thématiques. Tout au plus, on a-t-il entendu parler à un moment donné. Et parfois, il peut découvrir qu'il a des sujets d'eau sur son territoire. Et les découvrir le jour où il n'y a plus d'eau au robinet, ou que l'eau est polluée et que les habitants ne peuvent plus la boire et qu'il faut livrer des bouteilles d'eau à chacun des habitants. Et donc du coup, le parcours qu'on a imaginé, il commence par cette étape-là, cette étape de prise de conscience, comment on amène la collectivité locale à comprendre qu'elle a un sujet avec une des thématiques qu'on veut adresser. Et donc on a une phase de proposition où on travaille avec l'écosystème pour identifier quelles sont les propositions à mettre en avant auprès des collectivités locales pour qu'elles puissent se saisir du sujet de l'eau. Si je schématise, c'est un peu, on prend un élu ou un candidat à l'élection, il connaît strictement rien à l'eau, il vient sur le parcours Banque des Territoires et il a une liste de propositions sur lesquelles il peut faire du picking pour mettre dans son programme électoral.
Et donc mettre des compteurs, mettre un système d'arrosage en eau fermée, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'il a mis le sujet au programme et puis qu'il s'est engagé devant les concitoyens sur ce sujet de l'eau et de la mise en place de certaines actions, il est quand même obligé d'expliciter un peu le projet. Et donc là, on rentre dans une phase d'inspiration où on va lui mettre à disposition un certain nombre de retours d'expérience de collectivités qui ont mis en place ces propositions. Avec on a un format d'interview des collectivités locales où on a différentes étapes du parcours, donc les 6 étapes que je vais vous parler, et on pose la question comment ils ont eu idée, comment ils se sont inspirés, comment ils sont montés en compétences, etc. Troisième étape, du coup, je le disais, la montée en compétences. Une fois qu'il s'est engagé sur la proposition, qu'il commence à voir que ses voisins l'ont fait et comment ils l'ont fait, il est obligé de monter en compétences pour passer son appel d'offres. Donc on lui apporte des clés pour lui comprendre comment mettre en place ce projet-là, quels sont les indicateurs à avoir en tête, etc. Une fois qu'il a en tête les indicateurs à avoir, eh bien on lui met à disposition les éléments pour faire ses diagnostics, sa planification, obtenir les autorisations au conseil municipal par exemple. On arrive en 4e étape sur l'étape qui est celle de la Banque des territoires, qui est celle des financements. Et c'est là que nous, on va pousser nos produits. Et pas que, on pose aussi les offres des partenaires en subvention, etc. Et puis dernière étape, l'étape de la marketplace. Et donc là, on regroupe, alors si je prends l'exemple de l'eau, on a 9 catégories. On pousse des offres de partenaires vis-à-vis des collectivités. Donc on fait cette mise en relation entre les offreurs et les demandeurs. Sur 9 catégories, il y en a une qui est sur les solutions innovantes, et donc on va retrouver dedans tous les services digitaux. Création de sites internet, les solutions SaaS de gestion des réseaux, des API divers et variés. Et puis après, il y a 8 autres catégories sur comment on fait des trous et comment on mesure les débits d'eau dans les réseaux. Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont peut-être un petit peu plus avancées aujourd'hui et qui parlent particulièrement justement aux collectivités territoriales ? Alors, en l'occurrence, Romain parle en mode start-up, c'est très bien. On est vraiment dedans. On est dans ce sujet de marketplace eau. Il n'est pas encore tout à fait sorti, mais pas loin. C'est au premier semestre qu'on va pouvoir sortir ce site en fait sur l'eau. On est très très en articulation là-dessus avec le gouvernement qui va lancer un plan eau. Et sur l'autre sujet, c'est plutôt effectivement sur cette dynamique de marketplace Smart City. On a déjà cette première version. Et là, comme l'a indiqué Romain, en fait, suite à ces développements internes, on bascule sur une solution de marché qui va être du coup pour nous beaucoup plus intéressante à utiliser, même si effectivement on a une bonne courbe d'apprentissage avec l'interne. Et on souhaite renforcer aussi justement cette dynamique de parcours qui permet d'exposer la marketplace au bon moment pour le client, lui apporter la solution vraiment au bon endroit, et notamment nous sur des clientèles qui peuvent être un petit peu moins matures par rapport à ce sujet digitaux. Du coup, aujourd'hui, donc février 2023, combien de marketplaces sont disponibles ou en cours de développement ? Je vais laisser répondre Romain. Alors, on en a 5. On mélange un petit peu tous les sujets, mais en fait, il y en a 5 qui prennent la forme de marketplace non transactionnel. Donc, ça va de l'annuaire simple à la mise en relation avec des offreurs. Alors, juste, est-ce que tu peux préciser marketplace non transactionnel ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, on s'arrête avant de contractualiser. Donc, la contractualisation se fait en dehors de la marketplace. Et nous, on s'arrête au moment de la mise en relation, à la limite, juste avant la signature du devis. Alors, en gros, il y a des échanges de devis, on s'arrête à ce moment-là pour diverses raisons, notamment juridiques et de statut de la Caisse des dépôts. Mais on s'arrête à ce moment-là. Et du coup, oui, tu parlais effectivement pour des raisons liées à la Caisse des dépôts. C'est vrai que vous êtes au sein quand même d'un secteur public qui est très réglementé. Est-ce qu'il y a des spécificités à adresser lorsqu'on propose justement des marketplaces à des clients qui sont des collectivités, des acteurs publics ? Peut-être avant de répondre, ça permettra de répondre aussi les 5 qu'on avait en tête. Ah oui, bien sûr. On a un annuaire des notaires labellisés personnes publiques. Donc c'est des notaires qui sont spécialisés pour tous les sujets liés au monde public. On a les structures d'innovation, l'annuaire des structures, enfin une cartographie des structures d'innovation. On a Smart City, on a l'eau, et puis le dernier m'échappe, c'est l'annuaire des partenaires et des corporate ventures de la Banque des territoires. Et du coup, sur ces 5-là, effectivement, on a des profils un petit peu différents. On a des professions juridiques qui interviennent comme elles le souhaitent
sur la marketplace, et en même temps on a des collectivités locales qui sont soumises à des principes d'achat type appel d'offres, mise en concurrence, etc., qui ne sont pas forcément compatibles avec une contractualisation en direct sur la marketplace, sauf à intégrer, et c'est là où on va avoir besoin d'API et de services externes pour notre marketplace, de gérer des appels d'offres ou de connecter avec des solutions de gestion d'appels d'offres publics ou privés. Donc en gros, si je comprends bien, le modèle qui est en place, qui est proposé à l'heure actuelle, c'est plutôt un modèle B2B2C, voire ce qu'on appelle B2G aussi, qui est spécifique au secteur public. C'est bien ça? Oui, on est clairement sur du B2G à ce stade. Et comme l'a indiqué Romain, effectivement, marketplace non transactionnel, donc on est en financement en fonds propres en fait, de la Banque des Territoires. Et donc vous parliez effectivement d'API dont vous auriez peut-être besoin. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de services digitaux qui éventuellement pourraient à terme être proposés aux collectivités? Quel type de service justement pourrait leur être utile? Je dirais qu'il y a une grande variété de solutions SaaS en fait, qui peuvent être proposées directement sur la marketplace. Donc Romain en a cité sur l'eau, on en a beaucoup qui sont appliqués dans le domaine de la Smart City. Donc on a cette dimension-là sur le volet marketplace. On a un sujet quand même, et je le disais tout à l'heure, de maturité nous de notre clientèle sur cette dynamique de solutions SaaS. Alors justement, on a lancé en 2018 un observatoire de la maturité digitale des collectivités en matière de solutions SaaS pour vraiment analyser le marché, comprendre l'état de la transition des modes de consommation de solutions classiques plutôt vers le modèle SaaS, et puis pour identifier les freins et les leviers d'accélération possibles. On a à la fois une approche quanti et quali, on adresse 300 collectivités dans ce cadre-là. Et en fait, avant de pouvoir révéler les résultats qui vont plutôt être dévoilés au deuxième semestre, Romain, fin du premier, parce qu'on a refait cet observatoire en fait pour l'année 2022 et on s'est rendu compte qu'il y a une vraie évolution. Alors sans surprise, vous allez me dire, suite à la pandémie, il y a quand même une démocratisation du SaaS auprès des collectivités, donc elles le prennent beaucoup plus en main. Il y a aussi un déploiement du très haut débit, notamment par la Banque des Territoires, il faut quand même le dire, et donc de la connexion de l'ensemble du territoire. Mais il y a encore des collectivités, notamment celles qui sont en dessous de 10 000 habitants, qui ont des difficultés à accéder à ces solutions SaaS. De fait, elles n'ont pas de DSI, donc c'est compliqué d'appréhender ces solutions. Et pour celles qui les utilisent, il y a des nouvelles préoccupations qui émergent, de cybersécurité, de résilience, de souveraineté, voire même de sobriété. Ça commence à monter un petit peu, doucement, mais ça monte, ces problématiques-là. Et donc voilà, donc on voit qu'il y a une maturité naissante, mais on est encore sur le chemin sur ce sujet de solutions digitales. Et aujourd'hui, comment est-ce que... Peut-être pour compléter, ça c'est ce qu'on offre en termes de services en vente, aux mises à disposition via la marketplace. Il y a aussi tous les outils qu'on va utiliser via API pour compléter la fiche des offreurs sur la marketplace et le service qu'on apporte sur la marketplace en tant que tel, avec de la syndication d'avis, avec des informations légales sur les entreprises qu'on va aller récupérer chez divers opérateurs ou divers partenaires, et des contenus aussi qu'on va pouvoir aller récupérer. Je pense notamment au financement et au retour d'expérience qu'on va pouvoir aller récupérer sur d'autres sites qui font des retours d'expérience. Je prends l'exemple de l'eau, qui font des retours d'expérience sur l'eau, ou nous, nos contenus retours d'expérience sur l'eau qu'on va pouvoir exporter sur d'autres médias. Est-ce qu'il y a déjà des utilisateurs concrets aujourd'hui Alors sur les 4 premières dont je parlais tout à l'heure, oui. Sur la 5e, sur l'eau, pas encore, puisqu'elle est derrière. Elle est derrière un wall qui empêche l'accès public. Vous avez donc déjà des premiers retours utilisateurs par rapport à ces marketplaces? Ouais, alors sur les premières, oui, ne serait-ce qu'avec l'usage. Et sur celle de l'eau, on a des retours parce on teste le parcours régulièrement pour s'assurer que, 1, le parcours correspond à un besoin de la collectivité, et que 2, l'implémentation qu'on est en train d'en faire répond aux attentes des collectivités en tant que telles.
Et peut-être aussi sur le référencement des offreurs, parce que Romain n'était pas encore là, mais c'est vrai que sur le lancement de cette première Marketplace Smart City, on a eu beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes de la part de nos dirigeants sur le fait de lancer cette première Marketplace. On allait référencer des entreprises où, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas des due deals poussés, donc quel risque on prenait, risque d'image, enfin, on a tout entendu. Sur 400 offreurs référencés là, on a dû procéder à 3-4 déréférencements vraiment volontaires et sinon de façon assez régulière. On va screener l'ensemble de cet annuaire pour évidemment sortir, malheureusement, et c'est aussi tout à fait le monde de l'innovation, ces startups qui finalement n'existent plus au fur et à mesure. Mais il n'y a pas eu de grosses catastrophes, au contraire en fait. Mais finalement, étant donné que votre modèle est sur financement propre, quel retour vous attendez de ces marketplaces ? En fait, l'idée, c'est de permettre aux collectivités de passer à l'action sur leur projet. Donc, c'est toute l'idée du parcours qu'on est en train de développer. Faire naître le projet et puis l'accompagner jusqu'à sa réalisation. Et les KPI qu'on va suivre, en tout cas sur l'eau, et c'est la montée en maturité de ce qu'on a eu sur Smart City, mais les KPI qu'on va suivre sur l'eau, c'est le nombre de projets qu'on aura accompagnés et qu'on aura permis de faire émerger jusqu'on aura permis de réaliser. On l'a peut-être indiqué, mais notamment sur le sujet de l'eau, qui est un sujet, je pense, d'actualité. En fait, on a une offre de financement en prêt de notamment la rénovation des réseaux d'eau, et puis maintenant, on va même jusque l'accompagnement au financement de solutions pour accompagner le grand cycle de l'eau, donc la préservation de la ressource en eau. Et depuis 2019, donc on a cette offre, mais c'est vrai que notre sujet, c'est pas l'offre, c'est le fait qu'on n'a pas assez de projets de collectivité. Et qu'en face, on a un sujet qui monte. L'été dernier, il y a quand même plus de 800 communes où il y a une rupture en eau potable. Donc c'est un vrai gros sujet et c'est pour ça que nous, on veut massifier notre action sur ce sujet de l'eau et qu'il faut qu'on amène toutes les clés aux collectivités. Donc vraiment, le gros enjeu, c'est la simplification de ce parcours. C'est pour ça que la marketplace, du coup, ne doit pas être vue comme un objet complexe, mais doit faciliter la mise en relation avec des acteurs et notamment des acteurs d'ailleurs de leur territoire. Alors, il y a un point clé quand même dans tout ce qui est facilitation lorsqu'on parle d'un sujet comme la marketplace, c'est l'aspect technique. Vous avez quand même lancé la réflexion il y a quelques années maintenant, en 2018, donc ça fait 5 ans. Forcément, depuis, le sujet chez vous a évolué, la marketplace a évolué, elles se sont multipliées, développées. Donc, comment est-ce que vous avez fait évoluer le socle technique justement pour les supporter et quelles solutions vous avez choisies ? Alors, je laisserai vraiment Romain détailler tout ce point-là, mais globalement, ce que nous a apporté le développement déjà en interne, c'est de vraiment comprendre nos besoins fonctionnels sur ce sujet de marketplace et de bien les détourer. Et puis Romain est arrivé, c'est ça qui m'a merveilleux. Et du coup, je suis arrivé avec toute la complexité que je pouvais traîner des solutions digitales. En plus de la complexité qui était née de l'annuaire Smart City sur lequel on avait commencé à récupérer pas mal d'infos et donc pas mal de besoins qu'on voulait avoir sur la deuxième marketplace, grande marketplace qu'on voulait lancer. Et du coup, quand on a lancé l'appel d'offres, on n'a pas trouvé de solution qui couvrait 100% de notre besoin. On était même très loin des 100% de couverture. Donc parce que la plupart des solutions s'adressent à des modèles qui sont en B2B ou en B2C et assez peu en B2G. Et donc toute la partie justement appel d'offres des collectivités n'existe pas dans les solutions aujourd'hui sur le marché. Ça c'est le premier point. Et puis je le disais tout à l'heure avec l'expérience Smart City et puis nos expériences personnelles, on a rajouté plein de fonctionnalités toutes bêtes, ne serait-ce que de pouvoir envoyer le devis automatiquement à des acteurs similaires à celui qui a été sélectionné. C'est pas une fonctionnalité qui existe de base dans les solutions marketplace. Et ça a été un point de discussion assez poussé dans le cadre de l'appel d'offres. L'appel d'offres qui a été lancé l'été dernier, je crois. Exactement, qui a abouti en fin d'année. Donc là, on est en train d'intégrer, pour pouvoir lancer le parcours sur l'eau, on est en train d'intégrer la solution qu'on a choisie. On peut savoir quelle solution vous avez retenue ? On peut. Alors, en fait, on est parti sur un attelage avec un intégrateur et puis 2 solutions techniques. Donc l'intégrateur, c'est Coco Labs qui est venu avec sa solution Seagonde. Et puis sur la partie, alors on n'est pas rentré dans le détail, mais on est la Banque des Territoires et donc il y a un sujet très territorialisé. Et donc on a fait un attelage avec un store locator qui permet en fait d'aller via des requêtes Google, quand on tape activité localité, arriver directement sur les fiches de nos marketplaces.
Et donc c'est utile typiquement sur l'eau, quand on tape assainissement ou pelleteuse Saint-Saturnin, trouver tous les tractopelles ou toutes les cuves de désengorgement autour de la commune de Saint-Saturnin, directement dans la requête Google, dans les premières pages de la requête Google. Donc il y a deux formats, il y a un format marketplace vraiment classique et plutôt le format store locator. Et sur l'eau, on va associer les deux. Donc voilà, on rajoute un peu de difficulté. Et donc là, la technique, effectivement, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi l'organisation que l'on met autour de cette marketplace. Au sein de la Banque des Territoires, donc encore une fois, vraiment plutôt le secteur public. Parfois, quand on parle d'organisation, de conduite du changement, c'est parfois un peu compliqué à mener. Vous, tout simplement, quelle organisation vous avez mis en place et surtout, quel soutien, peut-être quel support vous avez pu avoir en interne lorsque vous avez commencé à travailler sur ces sujets? Je dirais que déjà il y a eu un acte de démarrage qui a été la création du pôle qu'on m'a confié mi-2018. Je salue mon chef et toujours chef pour la création de ce pôle quand même écosystème et développement. Moi à l'époque quand j'ai accepté le poste je me suis dit mais qui est responsable écosystème et développement? Sur le web il n'y avait pas grand monde donc j'ai quand même fait pareil prendre le poste, mais c'est vrai qu'il y avait déjà cet axe fort de poser la dynamique d'écosystème. Je pense avec une belle intuition sans forcément avoir en tête toutes les implications. Et puis derrière, avec la création aussi du poste de Romain, qui est quand même un poste de responsable marketplace et nouveau business. Je ne sais pas si vous venez d'imaginer, mais même dans une entreprise classique. Et là, on est à la Caisse des dépôts. C'était aussi un petit peu décoiffant pour l'interne. Mais néanmoins, le soutien, important à la fois de notre directeur direct et puis du patron de la Banque des Territoires, donc Olivier Sichel, qui est très aguerri au digital. Et du coup, cette ligne directe a fait que, effectivement, le sujet a été porté. Mais néanmoins, là, c'est la belle histoire. Il y a quand même une vraie conduite du changement qui se poursuit. Ça fait 4 ans et demi que je suis à ce poste-là. Et effectivement, il y a un embarquement interne perpétuel. Alors là, dans notre nouveau plan stratégique, la dynamique écosystème est au premier plan. Donc je pense que là, ça c'est déjà gagné. Mais on continue à embarquer en interne. Et puis sur le sujet de l'eau, il faut embarquer également le gouvernement, l'État, dans cette dynamique d'ouverture, d'accompagnement, par exemple, des collectivités. On parle de clients, on parle de parcours, on parle de marketplace. Vous imaginez que dans les discussions qu'on peut avoir avec les cabinets ministériels, là aussi c'est décoiffant, mais on tient le choc. Et peut-être pour compléter, moi sur les 2 années où j'ai participé à la démarche, plus sur la partie marketplace que sur la partie technique marketplace et toi sur la partie écosystème au sens large. Je ne l'avais pas forcément anticipé parce qu'on ne vend pas nos produits sur la marketplace. Donc en fait, on ne fait pas rentrer des concurrents. Mais pourtant, toute la partie acculturation en interne, conduite du changement, utilisation d'une solution SaaS, etc., c'est 50 à 80% de mon temps depuis 2 ans en termes de conduite du changement. Donc l'opérationnel, la production de contenu pour le parcours, le recrutement des offreurs, etc. Je ne vais pas dire que c'est accessoire dans mon activité, mais pas loin. Il y a un mot qui est vraiment important et qu'on retrouve depuis tout à l'heure, c'est cette notion d'écosystème. Comment est-ce que, parce qu'on parle de conduite du changement, comment est-ce que vous avez justement procédé pour embarquer, vous, tout d'abord, votre écosystème interne? Donc je pense notamment aux métiers. Ça, c'est une très bonne question. N'était pas prévue celle-là, si? D'accord. C'est la petite surprise, voir si vous avez bien révisé. Non, je dirais que, alors je te laisserai compléter Romain pour le coup, mais je pense que c'est beaucoup fait d'hommes et de femmes, ces projets-là. Donc au-delà de tout ce qu'on peut expliquer, démontrer, c'est vraiment sur les individus qui sont favorables à l'innovation, d'avoir un regard différent, d'amener différemment le sujet auprès de nos clients. Et c'est là-dessus vraiment qu'on peut s'appuyer. Après, nos patrons maintenant sont vraiment bien embarqués dans cette dynamique. Je le disais, au niveau COMEX, on est très soutenus. Donc ça compte beaucoup, mais je pense qu'il y a besoin d'avoir ce mindset un peu différent et décalé. Et je le disais, même côté État aussi, on sent que ça résonne bien. Mais je pense qu'on a des tels enjeux. Alors c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on sait que c'est des enjeux qui me sont chers de transformation, de transition écologique. Que du coup, tous les moyens sont bons. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette dynamique de marketplace, c'est que du coup, on a un partage aussi de la valeur, en fait. Donc c'est ça qu'il faut aussi, c'est ça qui
qui pose question, c'est son positionnement en tant que tel. On n'est plus forcément et nécessairement au centre du jeu. Il faut accepter du coup de mettre en avant certains partenaires pour derrière viser un objectif final et nous notamment de transformation dans les territoires. Et du coup, j'ai aussi la même question par rapport à l'écosystème externe, parce qu'effectivement, vous pouvez lancer une marketplace, mais si personne ne l'utilise, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, vous, de plus, vous êtes quand même avec un public qui n'est pas forcément très au fait, on va dire, du sujet de marketplace, de l'innovation ou autre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, de la même manière, embarquer aussi les parties prenantes externes qui sont essentielles au succès de la marketplace? Alors, je te laisserai peut-être compléter sur le côté référencement, etc. Mais juste sur le côté partenaire un peu majeur autour de cette dynamique de parcours de marketplace. C'est aussi, il y a Romain et notamment sur Tous Volets Digital, il y a aussi le reste de mon équipe. Et c'est vrai qu'il est indispensable de nouer des partenaires avec des acteurs un peu clés. Dans le domaine de l'eau, par exemple, pardon, sur ce même exemple, mais c'est assez illustratif, on est avec des associations d'élus, on est avec l'Union des industriels de l'eau qui regroupe tous les grands opérateurs, avec France Water Team qui est le pôle de compétitivité sur l'eau, voilà, avec le BRGM sur ces sujets justement de ressources en eau. On a une dizaine vraiment de grands partenaires sur cette dynamique-là et qu'on associe étroitement à tous ces travaux où on joue une copie d'ailleurs très ouverte. On les voit tous les mois pour leur présenter la façon dont on avance, dont ils peuvent contribuer. Et c'est cette dynamique-là en fait qui permet le succès de la démarche. Et peut-être du coup d'un point de vue client-utilisateur de la marketplace, ce qu'on essaye de faire, c'est que la marketplace elle soit pas une fin en soi, c'est-à-dire que c'est pas la marketplace pour la marketplace, et on pousse pas une marketplace, on pousse un accompagnement qui soit autonome ou accompagné sur la thématique, et il débouche sur une marketplace parce que c'est la fin du parcours de la collectivité, mais la marketplace en tant que telle, c'est pas l'objet qu'on pousse sur nos programmes. Bah écoutez, très bien. Alors moi j'ai juste une dernière question. Si vraiment vous deviez résumer peut-être les principaux, les 2-3 points de vigilance majeurs à avoir lorsqu'on se lance dans une telle aventure, ou les 2-3 meilleures pratiques à adopter. Le premier, je pense, c'est vraiment c'est les personnes avec qui on monte ces projets. Je crois qu'on l'a compris, mais on forme une belle équipe. Donc il faut se faire plaisir sur ces sujets parce que sinon c'est juste pas la peine. Tellement on a de problématiques, de portes à pousser. Et du coup, c'est mon deuxième point, c'est la capacité à pivoter. Voilà, sur ce sujet quand même de marketplace non transactionnel, on a quand même pas mal itéré l'an dernier. Voilà, nous, on n'abandonne pas le sujet du transactionnel. Peut-être que ça arrivera à un autre moment. On est aussi souvent trop en avance. Donc voilà, il faut attendre qu'il y ait une maturité interne, externe qui se fasse. Mais donc, il ne faut pas hésiter à pivoter sur ce genre de sujet. Et après, l'autre point, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est de partir léger et de faire évoluer, de ne pas hésiter à casser, reconstruire, enlever les dernières briques qu'on a mises, en remettre d'autres. Pour avancer, on le voit sur le parcours de l'eau, on a commencé d'une couleur, on est dans une autre, on réfléchit à une troisième. Voilà, c'est l'évolution de la plateforme va se faire, on va construire en marchant. Et peut-être le dernier point, et pardon parce que je nous vois réunis aujourd'hui, et c'est toi qui l'as dit aussi tout à l'heure, mais ne pas oublier le physique. C'est-à-dire que les rencontres, marketplace, place de marché, voilà, c'est ça aussi, hein, c'est des gens qui se rencontrent et donc c'est pour ça qu'on est toujours très demandeur de rencontres physiques parce que c'est aussi le pendant qui est indispensable par rapport au volet digital. La fameuse notion du figital finalement, où le digital seul suffit pas à faire avancer les choses. Eh bien écoutez, un grand merci à tous les deux pour ce retour d'expérience vraiment passionnant. Donc je tiens juste à dire que Vincent Mouden, qui est product manager de API Factory, est avec nous aujourd'hui. Vincent, parce que tu es la star. Il est dans la salle. Donc vous pourrez parler avec lui sans aucun problème lors de notre temps de networking. Mais pour parler du projet BPCE et du sujet Marketplace Services Digitaux dans la banque, je passe la main à Emmanuel, donc, qui connaît très bien le sujet. Non, je pense qu'effectivement, si vous voulez en savoir plus, vous avez le patron du projet dans la salle, donc il vous dira beaucoup plus de choses intéressantes que moi. BPCE, je crois que c'est le deuxième groupe français en termes de taille, donc grande banque qu'on accompagne chez Axway depuis, je crois, j'ai regardé dans les chiffres, une trentaine d'années.
sur justement tout ce qui est création des écosystèmes, embarquement de l'interbancarité. Et puis, il y a 6 ans de mémoire, 6 ou 7 ans, non 6 ans, on a mis en place, comme on disait au départ, une partie très technique d'APIisation du système d'information. Parce BPCE recherchait forcément de la modernisation, de l'optimisation opérationnelle. Puis la DSP2 est arrivée, donc ils sont passés plutôt sur la partie open. Et donc ils ont ouvert contraint et forcé. De manière assez... c'est plutôt pas mal passé, j'ai l'impression, pour le groupe BPCE par rapport aux autres banques. Je pense qu'ils ont eu cette acceptation d'une vision un petit peu schumpeterienne de la destruction créatrice et de se dire que c'est pas parce qu'il y a un écosystème de fintech qu'ils vont perdre tout leur savoir-faire de banquier. Donc ils ont accepté cette ouverture. Et puis après, derrière, on a continué à travailler ensemble. On a regardé comment justement on pouvait embarquer cet écosystème pour en faire un nouveau canal de distribution quelque part pour BPCE, donc engager cet écosystème externe. Donc ça a été pas mal de réflexions. Et puis on s'est rendu compte quand on a travaillé avec eux, c'est surtout eux qui nous ont dit mais attendez, il y a peut-être aussi un écosystème interne, parce que BPCE c'est un grand groupe et je pense que vous êtes beaucoup dans cette situation où la complexité de ces grands groupes fait qu'il y a aussi un écosystème interne. Vous avez des caisses d'épargne, vous avez des banques populaires. Moi, côté Crédit Agricole, j'ai connu des caisses régionales qui, toutes dans leur domaine, étaient championnes de l'innovation, parce qu'en plus de ça, il y a un principe de subsidiarité qui fait qu'elles sont très proches de leurs clients, elles sont très proches du besoin, elles veulent avoir un certain nombre de particularités. Et elles ont besoin d'accéder au système d'information. Et passer par une informatique centrale quand on a besoin d'aller très vite, on sait que c'est compliqué. Et ça doit être compliqué. Parce qu'une informatique centrale d'une banque, c'est là pour gérer un temps long. Et quand on est une banque populaire, une caisse d'épargne, une caisse régionale, on a envie qu'en 3 mois, on sorte de l'idée au produit. Et donc on a besoin d'accéder à ces produits digitaux qui sont contenus dans le cœur du système d'information, sans pour autant passer par tous les processus alors même si on est en cycle agile, quelque part, grosso modo, quand vous avez une idée, il faut que ce soit inscrit au budget de l'année prochaine pour qu'on commence à regarder un petit peu le sujet à plus2. Donc on voit que c'est très long et c'est normal. Et il ne faut pas casser ça. Par contre, il faut avoir justement cette couche d'intermédiation, on va dire, entre ce cœur système et cette capacité de créer des produits digitaux pour les clients, avec des briques digitales. Et ces briques digitales, elles se retrouvent dans ce que BPCE a fait, c'est-à-dire une marketplace interne, quelque part. Donc en fait, on a cette double vision de la marketplace interne qui va servir les besoins internes des capacités créatrices et innovantes de la banque. Et on a la marketplace qui est son pendant externe, qui peut embarquer un écosystème en tant que banque as a service, mais aussi dans leur réflexion en tant que banque as a plateforme, puisqu'ils pensent à positionner ces fintech, les produits des fintech, dans leur propre marketplace. Donc là, on voit que en termes de vision, ils ont vraiment un cran d'avance avec Engie. On en parlera tout à l'heure, mais je laisserai Engie parler pour le coup, parce qu'ils sont beaucoup plus au fait que moi. Mais en tout cas, on a 2 champions qui ont vraiment cette vision. Alors après, forcément, la mise en œuvre va suivre des processus qui sont un petit peu différents. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu quelles ont été les différentes étapes de ce projet qui a quand même été lancé à peu près vers 2018. Donc voilà, on est 4-5 ans après. Alors, où est-ce qu'on en est au départ, comme je le disais, APIisation du système d'information. Je crois que tu me disais tout à l'heure, vous avez 350 API dans votre banette. Donc il y a une APIisation générale du système d'information. On a vu que techniquement, les piliers étaient posés et ensuite je pense qu'il y a eu pas mal de travail sur le choix du bon produit pour les accompagner justement à cette ouverture. Donc ça a pris pas mal de temps parce qu'il y a eu des allers-retours. Donc c'est un projet qui aurait peut-être pu aller plus vite, Vincent, j'en sais rien, en tout cas qui a mis à peu près 1 an entre l'idée de se dire il faut qu'on s'ouvre, qu'on crée cette marketplace, qu'on arrive à s'interconnecter, parce que tous les tests de voir est-ce que le produit qu'on a choisi s'interconnecte bien avec les produits qu'on a créés qui étaient au départ sous forme d'API technique. Donc il y a eu toute cette étape de maturation. Puis derrière, là on ouvre l'étape de créer le produit en lui-même.
Alors, créer le produit en lui-même, je vous disais tout à l'heure, c'est un produit quelque part, alors même si ça ne s'achète pas au niveau financier, il va falloir y adhérer, il va falloir prendre le produit. Prendre le produit qui est un produit digital, c'est une composition de briques techniques. Est-ce que le produit digital va contenir une centaine de briques techniques et dans ce cas-là, pof, je le prends d'un coup et puis j'ai quasiment accès à tout le système d'information? Ou est-ce qu'au contraire, je vais faire des produits plus petits qui vont me permettre d'accéder au système d'information avec une granularité plus fine, donc potentiellement qui me coûterait moins cher. C'est en termes de valeur, ça peut être soit de la refacturation interne, soit de la monétisation externe, mais peu importe. Les briques techniques, ce serait plus petit. Mais dans ce cas-là, ça va peut-être aussi gêner le parcours client, parce que pour créer, je sais pas, une application qui va gérer l'argent de poche des gamins, il va peut-être falloir qu'on accède au compte d'épargne des gamins, au compte bancaire des parents, à la liste des soldes, des mouvements de l'identité digitale. Si on fait une dizaine d'appels à des services qui sont unitairement trop petits, ça risque de complexifier le parcours utilisateur, mais le parcours utilisateur dans le sens du parcours du développeur. Donc il y a toute cette développeur expérience auquel il faut penser quand on crée le produit digital, et c'est toute la complexité qui s'ouvre, je dirais, aux entreprises comme Engie ou comme BPCE, qui maintenant ont leur marketplace et pour lequel il va falloir créer des beaux produits parce qu'ils ont la vitrine, ils ont toutes les infrastructures qui permettent d'aller très vite, mais toute la complexité va venir dans la création de ce produit digital. Et oui, c'est tout. Ah, vas-y. J'arrive. J'apporte le micro, hein, Vincent. Tu l'as dit, juste une singularité ou un des avantages pour partir sur l'approche marketplace en interne pour BPCE, c'est que dans le groupe, on a des producteurs de services, on a des distributeurs de services. Donc la problématique de consommateurs, producteurs d'API, on l'a en interne. Et donc ça nous donne la capacité à rassembler ces deux acteurs, là où peut-être dans le public, vous devez aller travailler avec d'autres tiers du secteur public ou du privé. Nous, on a le terrain de jeu en interne, donc ça nous a amené à des belles négociations, à des beaux sujets d'études. Et aujourd'hui, moi, ce qui vraiment, vous avez parlé de comment cranter le métier aujourd'hui. Moi, je suis BPCE, solutions informatiques, je suis un pur IT d'origine. Voilà, c'est comment embarquer les métiers là-dessus. Eux, ils faisaient des applis end-user qui permettaient de souscrire un PEL, un crédit conso ou un crédit IMO. Maintenant, c'est comment on peut repackager le produit pour servir en interne nos différentes marques de distribution, mais aussi, et c'est le projet 2024, là, s'intégrer avec des partenaires qui vont amener des services complémentaires à la frange du métier bancaire et qui vont nous permettre de mieux satisfaire nos clients. Donc ça, c'est le gros enjeu. Et donc on bosse avec Axway là-dessus depuis maintenant 1 an. Convaincre les métiers, mettre en place les infras. On va y arriver. On n'a jamais été aussi près. Je pense que ce qui est important, ce que tu viens de dire, Vincent, c'est avant de vous lancer dans ce genre de projet, il y a une première étape qu'on appelle le stakeholder mapping. Connaître votre écosystème interne-externe, connaître vos parties prenantes. Puisque de cette connaissance va se décider la déclinaison de votre vision et de votre stratégie. Et ça, c'est hyper important. Combien de fois, moi-même, je me suis planté. Il y a 15 ans en arrière, j'ai lancé une marketplace complètement externe. Alors, il sourit, Patrice, il se souvient du truc. À la fin de mon mandat côté Crédit Agricole, je passais 95% de mon temps avec l'interne. Et pourtant, au départ, j'avais tout construit pour l'externe. Donc, prenez un petit peu de temps pour asseoir votre stratégie, que ce soit en assurance, que ce soit dans l'énergie, dans les transports. Étudiez vos parties prenantes, votre stakeholder mapping, voilà. Et derrière, on pourra en décliner quelque chose d'intelligent en termes de réalisation et gagner peut-être un petit peu de temps ou éviter des écueils, parce que insulter l'avenir en se disant on part que sur l'externe et puis pas se connecter sur simplement un outil d'identité digitale interne, ça prend beaucoup de temps. Donc prendre quelques minutes pour bien réfléchir à ça, c'est important. Justement, ce qui serait intéressant, c'est peut-être que tu nous expliques concrètement comment est-ce que Axway a travaillé avec BPCE ou comment est-ce que BPCE a travaillé avec Axway tout au long du projet. Alors, en tant qu'éditeur, Axway a une particularité, c'est qu'on ne vend pas que du produit, on vend aussi tout un service d'accompagnement. Donc au-delà de la mise en place du service, et là on a des gens qui sont présents dans la salle qui ont aidé à la mise en place de ces briques techniques, on a eu aussi tout un accompagnement avec des avant-ventes, tu pourras te présenter Laurent tout à l'heure, avec moi-même et avec notre partenaire Sopra pour bien mettre en place, bien étudier quels sont les besoins, les processus, essayer de définir les produits. Donc
je dirais que Axway n'est pas qu'un éditeur français, c'est aussi votre partenaire de la transformation digitale, parce qu'on est capable d'aller très très loin dans cet accompagnement pour que nous, notre intérêt, c'est que nos produits vous servent. Il n'y a rien de pire que d'avoir un client qui achète nos produits Axway, que ce soit de l'API, du transfert de fichiers ou de la marketplace, puis qu'on se rende compte que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas, on n'a pas pris des bonnes bases au départ de vision stratégique, on n'a pas eu les bonnes déclinaisons. Donc là, on est vraiment là pour vous aider, et on a aidé BPCE simplement en partageant notre expérience. Parce qu'on a énormément de clients qui ont fait de l'API depuis très longtemps. On en a pas mal qui, dans cette salle, commencent justement à se lancer dans ce principe de marketplace. On est là pour partager notre expérience et vous éviter de perdre du temps. Donc on a vraiment passé beaucoup de temps de conseils avec BPCE et avec notre partenaire Sopra sur le sujet BPCE. Et éventuellement, est-ce que tu aurais un autre exemple à nous partager, justement pour avoir peut-être un point de comparaison? Je crois que vous avez travaillé avec Commerzbank ou... Alors Commerzbank, alors c'est pas en France, c'est une autre banque. Commerzbank, c'est pareil. Ils ont commencé avec nos produits très techniques, nos produits d'APIisation, parce qu'ils avaient un sujet qui était très simple. C'était de transformer leur vieux cœur de métier, mainframe, etc., pour pouvoir simplement donner accès à leur banque à travers des smartphones. Donc au départ, vous voyez, vision très technique, très optimisation opérationnelle, on va ouvrir le système pour que ce soit consommable par tout le monde. Puis après, derrière, ils se sont dit, tiens, ce serait peut-être intéressant qu'on consomme de l'API externe. Donc là, ils sont passés sur la partie open et ils ont commencé à consommer des produits de ID Now, qui est un outil qui permet de faire le Know Your Customer, donc la connaissance client, de manière complètement automatisée. Donc là, ils se sont ouverts et puis ils se sont dit, c'est plutôt pas mal. Donc on va pousser la vision open et la vision API pour distribuer nos services. Et aujourd'hui, Commerzbank, je crois qu'ils ont une vingtaine de startups comme ça qui consomment leurs produits pour apporter de la valeur aux clients de Commerzbank à travers des nouveaux parcours digitaux. Et puis très récemment, ils se sont lancés dans la plateformisation, puisque à travers leur plateforme qui exposait leurs produits, ils exposent, un petit peu comme le fait BPCE, là aussi, des produits de FinTech qui sont à la frange de ce qu'ils savent faire et qui permettent donc d'enrichir ce catalogue et d'avoir pour les développeurs une sorte de point d'entrée unique où ils vont trouver tout pour développer le nouveau parcours client dans la banque avec des produits de Commerzbank, mais aussi avec des produits de leurs partenaires FinTech. Donc là, c'est un bel exemple et ils sont très partageurs de cette belle réussite Commerzbank. Donc si vous voulez, je pense qu'on doit avoir quelques fiches qui expliquent ce cas qu'on pourra vous partager, et sinon vous donner les contacts. C'est très intéressant. C'est en allemand, mais c'est intéressant. Non, je rigole, c'est en anglais, n'inquiétez pas. Très intéressant en effet, parce qu'on voit bien vraiment qu'il y a une pluralité d'approches dès qu'il s'agit des marketplaces, mais il y a quand même un sujet commun qui est cette nécessité d'embarquer toutes les parties prenantes, internes comme externes, et ça c'est vraiment un sujet clé aussi pour Engie. Donc je vais laisser la parole à Grégory Wolowiec, donc qui est Chief Technology Officer for Data Analytics chez Engie, et qui va nous expliquer un petit peu déjà comment est née cette réflexion marketplace au sein du groupe. Parfait. Déjà, je vais me présenter un peu Engie. Je pense que c'est important pour comprendre le contexte. Donc Engie, un acteur mondial dans l'énergie. Historiquement, nous venons de Gaz de France, avec toutes les caractéristiques d'un acteur industriel français. Et aujourd'hui, nous sommes un des leaders mondiaux dans le renouvelable et également dans les infrastructures énergétiques décentralisées bas carbone. Alors, un exemple pour comprendre ce que c'est, des panneaux solaires distribués sur des toits de bâtiments. J'occupe la fonction de Chief Technology Officer pour Data Analytics. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en gros, je suis responsable de la plateforme de référence pour faire des analyses de données chez Engie. En aval des analyses de données, il y a des produits data. Et derrière ces produits data, forcément, une manière de les mettre à disposition, donc potentiellement via API, et donc le besoin d'une marketplace qui nous amène aujourd'hui. Donc pour répondre à la question, comment nous sommes arrivés là au besoin d'une marketplace? Déjà historiquement, comme je le disais, Engie vient de GDF. Nous avions de manière... C'était en 2015, je crois, qu'il y a eu la bascule entre les deux. Enfin, que GDF est devenu, oui, voilà, Engie. exactement. Et donc, globalement, 25 business units, très
indépendantes et autonomes dans leurs choix technologiques et également dans la manière de gérer leur business. Et le corporate que je représente, avec une capacité à servir ces entités. Une montée en compétences au niveau des API pour toutes ces entités était nécessaire. Donc on a pris un peu notre bâton de pèlerin pour accompagner à la montée en compétences de toutes ces entités au niveau des API. Associé à cette montée en compétences, donc des niveaux de maturité différents, des entités qui étaient déjà à l'aise avec les API, d'autres qui étaient vraiment débutantes. Le corporate fournissait également des services, comme par exemple de la donnée météo. Voilà, c'est un exemple assez concret. Et pour fournir ces services, nous avions besoin, il y a déjà même 5 ans, besoin d'une marketplace interne. Et pour ça, nous nous sommes associés avec Axway pour développer cette marketplace, on va dire, en interne sur les bases de la gateway Axway. Donc là, à ce moment-là, il s'agissait de mettre à disposition des produits, on va dire, digitaux, assez simples, mais d'un point de vue corporate, pour fournir des API à ces entités et en même temps accompagner toutes ces entités à monter en compétences au niveau des API. Là, c'était le contexte. Très bien. Et donc, à partir de là, comment vraiment vous avez développé le concept et comment est-ce que vous êtes arrivé finalement à proposer une marketplace d'API en interne? Alors, cette organisation que nous avions, avec 25 entités très autonomes, a eu aussi pour conséquence que certaines ont finalement opté pour la solution que le corporate fournissait, mais certaines se sont dotées de leur propre solution d'API Gateway. On a tous les acteurs du marché qui sont représentés, on a de l'Azure, on a de l'AWS, du Google et aussi de l'Axway. Il y a 2 ans, un changement majeur est arrivé chez Engie avec une volonté de recentrer son activité autour de 4 grandes business units. Avec ce changement d'organisation, il était nécessaire également d'apporter un peu plus de gouvernance dans le groupe. Et quand on a 25 entités autonomes avec un ensemble de gateways assez variés, c'est, on va dire, presque mission impossible. Et donc là, on se rapprochait de notre partenaire Axway pour prendre un pari. Là, on est clairement dans l'innovation. On espère qu'on est plutôt du côté du succès que de l'échec, mais on est vraiment encore, on va dire, au point d'équilibre. C'est cette année va être vraiment clé. Mais globalement, nous avons pris le pari de, plutôt que de tordre le bras à chacune des entités pour utiliser la plateforme groupe, ce qui était voué à l'échec, nous avons souhaité maintenir le degré d'autonomie de chacune des entités dans le choix de leur solution de API Gateway, mais d'un point de vue corporate, disposer d'une plateforme centrale permettant de fédérer, et ce mot est important, fédérer toutes les API déployées à travers le groupe. Et au niveau de cette couche de fédération, avoir quelque part 2 couches, une première couche de gouvernance et une deuxième couche propre vraiment de marketplace. La couche de gouvernance permet de s'assurer de la conformité en termes de design, en termes de sécurité, de l'ensemble du patrimoine API du groupe. Donc Engie, c'est des activités en Europe, aux Amériques, Nord, Sud, au Middle East, en Moyen-Orient et également en Océanie. Avoir une plateforme et un point de vue central de tout le patrimoine API et de s'assurer qu'elle soit conforme d'un point de vue design et d'un point de vue sécurité, qu'en soi, c'est déjà un gros challenge. Et à partir du moment où on a un ensemble d'API qui sont validés, de pouvoir les composer en produits digitaux et de s'appuyer sur une marketplace, pour le coup, qui ne sera pas uniquement destinée à fournir des produits en interne, mais également pouvoir rayonner en interne et en externe avec ou sans monétisation.
Aujourd'hui, alors combien d'API sont disponibles, sont proposés, et combien d'utilisateurs en interne environ? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une phase où le produit que nous avions développé il y a maintenant 6 ans, donc la Gateway avec notre catalogue maison, est migré dans la marketplace Axway. D'accord ? Donc là, actuellement, le scope que nous avons, c'est le scope précédent, migré dans le nouvel outil. Donc là, on parle d'à peu près 120 API et voilà, 120 API globalement. Et en termes de produits digitaux, peut-être 75, j'ai regardé hier, 75 ou 77. C'est un petit scope au regard de NJ, mais aussi parce que pour l'instant, toutes les API Gateway du groupe ne remontent pas encore leurs API dans ce cockpit central. C'est vraiment la prochaine étape que nous allons atteindre là cette année. Et ensuite, il y a l'ouverture, et je rebondis sur ce que tu disais en termes de proximité avec le business pour pouvoir profiter de cet outil technique qui est là, qui est disponible, mais avec nos collègues notamment de la direction du grand public, donc en France, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent utiliser cette plateforme-là pour rayonner, proposer leurs produits au travers de cette marketplace. Pour l'instant, elle est encore assez orientée besoins internes, mais c'est un héritage, et c'est ce qui nous a aussi permis l'année dernière de co-construire ça avec Axway. Mais vraiment, cette année, on souhaite s'orienter vers l'extérieur et apporter cette couche de gouvernance comme je l'évoquais juste avant. Ouais, alors, est-ce qu'il y a quand même déjà donc, des utilisateurs internes? Est-ce qu'il y a un premier projet, par exemple, ou un premier produit digital éventuellement qui a pu être créé à partir de cette marketplace? Voilà, globalement, les produits digitaux qui sont, comme je dis, qui sont créés sont des produits historiques. Donc, on a, avec notre activité, beaucoup de produits en rapport avec la météo, ce qui est absolument nécessaire pour bien prévoir la production et également la consommation d'énergie. Et on a également tout un ensemble de produits digitaux destinés à optimiser les requêtes de données que nous avons à l'extérieur, comme par exemple des données d'entreprise, d'INB, voilà, des produits digitaux destinés à optimiser le fonctionnement de l'analytics dont je m'occupe notamment. Et également des produits permettant de faire l'interface entre le domaine transactionnel opérationnel et le domaine de l'analytics. Voilà. Et on l'aura compris, effectivement, cette marketplace, ce projet vraiment s'intègre dans un projet de transformation et de restructuration très important au sein d'Engie. Donc, quelle organisation est-ce que vous avez mis en place pour porter le projet, ou comment est-ce qu'il a été accueilli, perçu en interne? Alors, l'organisation que nous avons mis en place s'appuie sur une double équipe. Une équipe dite produit, donc qui est l'équipe historique qui a développé le catalogue au-dessus de l'API Gateway, qui a travaillé, j'ai envie de dire, main dans la main avec l'équipe Axway pour développer la marketplace. Donc avec on va dire un shift, un transfert progressif dans le domaine du développement d'un produit vers utiliser un produit sur étagère et apporter du conseil pour apporter la montée en maturité au niveau des API. Et également une équipe dédiée à l'adoption pour encourager la compréhension de ce que c'est qu'une API, de comment faire des bons produits data, produits digitaux, et valoriser, utiliser les solutions notamment qu'apporte la marketplace. Et je rebondis aussi sur ce qu'il dit tout à l'heure en rapport avec la valeur, d'avoir vraiment comme point d'importance la valeur créée par les produits digitaux au moment où ils sont, dès le moment où ils sont conçus jusqu'au moment où ils sont livrés et disponibles notamment dans la marketplace. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'API Gateway, donc ça c'est quand même plutôt un terme technique. Est-ce que vous avez aussi embarqué les métiers finalement en interne, ou est-ce que pour l'instant l'utilisation est plutôt dédiée, si je puis dire, à des profils plus IT chez Engie? Alors les deux.
l'utilisation vient d'un historique, et l'historique est plutôt orienté IT et technique. Donc on est sur ces fondamentaux-là. En revanche, pour développer le marketplace et apporter cette notion de création de valeur, c'est là où il est nécessaire d'embarquer les business. Et c'est aussi là où il peut y avoir un peu de challenge sur la compréhension réellement de ce que ça peut apporter et de réussir à gommer quelque part l'aspérité que pourrait avoir un sujet qui, de prime abord, est assez technique, et de se dire que c'est une poche de valeur de fournir ce genre de service, et avec une marketplace disponible, centralisée, qui a déjà été validée d'un point de vue sécurité, d'un point de vue design, eh bien ça facilite d'autant plus la vie des entités qui voudraient poster un service digital. Sinon, elles devraient s'embarquer dans une histoire très compliquée pour potentiellement obtenir de la valeur. Donc là, le côté massification, passage à l'échelle et utilisation d'une plateforme de référence qui est déjà connectée à l'extérieur, qui est déjà connectée aux ERP pour permettre la monétisation, etc., c'est un sacré accélérateur pour créer de la valeur. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, les usages qui en sont faits sont plutôt internes, mais quid alors de l'ouverture vers éventuellement l'écosystème externe, donc c'est-à-dire donner la possibilité à des tiers de proposer leur propre API sur votre plateforme. J'ai envie de dire rendez-vous l'année prochaine. On a un an là pour avoir nos premiers quick wins. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on a une entité clé chez Engie avec laquelle nous souhaiterions travailler sur ces sujets-là. Et ensuite, il y a toutes les entités que j'évoquais à travers le monde qui ont maintenant cette possibilité-là de poster des produits digitaux. Donc on a à pied d'œuvre avec une équipe dédiée à l'adoption pour leur permettre déjà de comprendre, d'appréhender, et également de créer. Alors ça va au-delà de l'API, il y a toute la côté data acculturation et création d'un produit data qui est également travaillé maintenant depuis 3 ans chez Engie. Donc là, on est un peu à la confluence de toutes les énergies et c'est là cette année qu'on espère vraiment concrétiser ce sujet-là. Si vous deviez résumer finalement, pour vous, quel a été le point le plus difficile, peut-être la complexité à soulever, était plutôt d'ordre technique, humaine, autre? Je dirais l'audace. Parce que lorsque nous avons, fin 2021, sollicité le marché, donc on n'a à la base pas favorisé Axway du tout dans notre démarche de passer d'une démarche de gateway à une démarche de marketplace. On est allé voir tous les acteurs de la place du marché en se disant ok, nous avons un besoin de fédération. Certains acteurs dont je tairai le nom, pas de problème, nous pouvons fédérer à partir du moment où toutes les API gateway basculent sur notre technologie. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'on souhaitait faire. En comparaison, Axway a clairement joué le jeu de cette fédération et de vraiment se positionner de manière agnostique au-dessus des différents acteurs du marché, et ça c'est quand même assez fort pour être souligné, de permettre cette fédération avec cette couche, comme je disais, de gouvernance, et une fois que c'est validé d'un point de vue sécu et design, de pouvoir basculer dans le monde de la marketplace et de création de produits digital et de création de valeur. Donc ça c'était assez audacieux. C'était fin 2021, tout 2022 on l'a bien construit, testé. Maintenant il faut que ça fonctionne dans les faits. Donc rendez-vous, je dis, dans un an, on va travailler sur ça en 2023. Alors, quelle place est-ce qu'on peut espérer pour cette marketplace à l'avenir, au sein vraiment de la stratégie d'Engie? En quoi est-ce qu'elle peut vraiment être un facteur de création de valeur différenciant sur des marchés qui aujourd'hui sont complètement, comme on dit, volatiles, très, très compétitifs? Je ne voudrais pas paraphraser ce que j'ai déjà dit, mais une place de choix et une place très facile à appréhender pour les business. Voilà, que de casser la frontière, alors c'est un peu un vœu pieux et presque une utopie là, mais entre cet aspect assez technique et le fait d'avoir un produit digital
possédée par le business, qui s'empare du sujet et que ce ne soit pas forcément un problème technique. Ok, j'ai un produit digital, ok, il y a de la technique derrière, en revanche je peux le valoriser, je peux en suivre, en faire la promotion et faire en sorte que cette activité devienne profitable. Très bien, merci beaucoup Grégory pour ce retour d'expérience qui, une fois encore, est aussi très intéressant. Non, en fait, je pense que Grégory a tout dit, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Moi, je rajouterais juste peut-être 2 chiffres. Vous verrez là dans le petit livre rouge, ou Bordeaux, 8 000 milliards, c'est une croissance de plus 20% sur le chiffre d'affaires des marketplaces. La marketplace physique, la marketplace B2C, c'est un modèle qui fonctionne. La vraie question qu'il faut vous poser à vous tous, c'est quel sera votre client direct demain? Est-ce que demain, ça sera la mamie du Cantal, ou est-ce que ce sera un petit outil qui a fait 100 millions de nouveaux utilisateurs en un mois, qui s'appelle ChatGPT? Si vous pensez qu'il peut y avoir, alors on appelait ça dans la banque l'intermédiation, s'il peut y avoir justement cette intermédiation d'un outil technique à qui on posera la question dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, j'en sais rien. Mais tiens, je veux changer d'appartement et trouve-moi un truc dans le 8e arrondissement, je crois. Et qu'automatiquement, ça se branche chez Engie pour aller consommer, brancher, souscrire des nouveaux contrats. Ça va se brancher aux outils de la banque, ça va se brancher à l'assurance. Si vous avez une marketplace qui propose vos produits, voire des produits des autres, vous allez avoir une accélération de la consommation de vos services qui va être à l'échelle de ces outils. C'est-à-dire qui va être elle aussi exponentielle. Donc réfléchissez. Moi je pense que l'idée c'est d'essayer de se projeter un tout petit peu. Ces nouveaux outils arrivent, sont capables de prendre une place dans cette intermédiation de la consommation. Si vous êtes ouvert, je pense que vous aurez une place devant les autres par rapport à ceux qui seront fermés et qui resteront avec des boutiques physiques dans la rue. Voilà, c'est juste peut-être le mot de la fin. Donc je me présente, je m'appelle Laurent Marchal, donc comme on l'a dit, je suis principal pre-sales architecte. Donc moi je suis en charge d'accompagner les équipes de vente, notamment sur les solutions de marketplace. Et on a eu des beaux discours, des bons cas d'usage. Maintenant, ce que on voudrait vous montrer, voilà, c'est concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière cette solution de marketplace. Alors, donc, je ne sais pas s'il y a des gens de l'assurance aujourd'hui. Alors, le use case que je veux présenter là, c'est voilà, je suis une compagnie d'assurance classique, on va dire. Hein. J'ai mes canaux de distribution. Mes agents sont physiques, mes canaux mobiles, web et téléphoniques. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai besoin d'acquérir, on a vu Blandine, acquérir de nouveaux marchés, de nouveaux business. Là, moi, pareil, je suis responsable. J'ai besoin d'acquérir. On m'a mandaté pour trouver de nouvelles sources de revenus. Donc, en tant qu'API Product Manager, responsable de l'innovation digitale, qu'est-ce que je fais? Moi, l'idée, on a déjà des produits qui sont tout faits dans la maison. On sait déjà faire des produits d'assurance. L'idée, c'est de pouvoir trouver de nouveaux acteurs et de nouveaux business. Donc, hop, si je me place de l'autre côté, ça va redémarrer, oui. Alors, de l'autre côté, moi, je suis... une compagnie qui vend des voitures sur Internet. Bon, il y en a de plus en plus. Hein. Même, je vais prendre l'exemple, peut-être un peu... tout le monde le connaît aujourd'hui. Si je prends l'exemple de Tesla, qui est un nouveau constructeur, donc c'est pas juste un distributeur automobile, lui, il vend que sur Internet. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Lui, il est dans un cas où, dans son expérience, il veut proposer potentiellement des nouveaux services pour acquérir de nouveaux clients, parce que plus on va offrir de services, plus on va revoir nos nouveaux clients. Et il veut accessoirement aussi gagner un peu d'argent, parce que s'il revend l'assurance dans son parcours client d'achat de véhicules, il va pouvoir aussi en retirer de l'argent. Mais c'est pas que. Enfin, je dis il va pouvoir en retirer de l'argent. Si je prends l'exemple, je viens comme Emmanuel, j'ai fait 15 ans dans un groupe bancaire, vert aussi, mais l'autre.
quand Apple est arrivé, on a dit voilà, on propose le service d'Apple Pay par exemple à nos clients bancaires. La banque ne gagne pas d'argent quand vous faites vos paiements par Apple. Mais par contre, si aujourd'hui une banque ne fournit pas à ses clients un service d'Apple Pay, elle va perdre déjà toute la nouvelle génération, on va pas vouloir parce qu'elle va pas pouvoir payer avec son téléphone, etc., etc. Donc voilà, donc moi je suis le revendeur auto en ligne, donc moi je veux proposer une expérience utilisateur où dans mon parcours client, je vais vendre ma voiture bien sûr et je vais vendre une assurance. Pour ça, j'ai besoin, alors soit je contacte les assureurs, les personnes que je connais, voilà, c'est des choses qui peuvent déjà exister aujourd'hui. L'idée c'est que moi, avec une marketplace, on a tout qui est en self-service. C'est-à-dire que moi, l'assurance, je vais mettre en place ma marketplace de service, comme on le voit ici. Hop, je vais pouvoir brander à l'image de ma compagnie, proposer des catégories qui sont simples et faciles pour quelqu'un, un product manager de mon fournisseur automobile, qui va pouvoir découvrir, voilà, je cherche une assurance de voiture, je vais pouvoir parcourir avec quelques clics, quelques catégories. Donc ici c'est vraiment la vue, je n'ai pas précisé, c'est la vue du portail, donc c'est la vue du consommateur. Hein. Comme, je m'arrête 2 secondes, comme l'a dit tout à l'heure Grégory, il y a 2 faces, il y a la vue gouvernance, fédération, producteur, donc ça c'est la vue que vous en tant qu'assureur vous allez avoir pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre comme produit à disposition, et il y a la vue ici du consommateur, c'est votre vitrine externe que vous allez exposer aux consommateurs externes. Donc là, moi, je trouve voilà, car insurance resell, donc facile. Et donc, je fais un petit stop. Donc, beaucoup d'entre vous, je pense, sont connus. On a parlé de la DSP2, des portails d'API, ou qui étaient très orientés développeurs. Là, l'idée, c'est d'offrir une expérience qui soit vraiment la destination première de la marketplace, c'est pas un développeur d'API. Donc, in fine, on va parler d'API parce que quand on parle de services digitaux, 90% du temps, derrière, il va y avoir des API, donc il va y avoir un développeur qui va devoir les intégrer dans l'application. Mais ici, ce qu'on veut offrir, c'est vraiment une vue beaucoup plus fonctionnelle. Donc, on va pouvoir adresser beaucoup plus d'informations fonctionnelles, de la documentation, des use cases, comment je l'implémente, vraiment des cas d'usage. Et derrière, hop, je fais encore un petit arrêt. Il y a la composition de mon service digital. Parce que, comme j'ai dit, in fine, le service, il va falloir quand même le consommer techniquement. Donc, il y a à la fin un développeur qui va arriver, qui va dire, voilà, pour pouvoir l'intégrer dans mon parcours client, j'ai besoin de faire l'appel à tel service. L'idée, c'est vraiment de fournir cette vitrine pour pouvoir consommer simplement et sans friction, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'aller contacter X personnes pour savoir. L'idée, c'est de pouvoir produire vraiment toutes les informations en un seul endroit avec les terms and conditions. Alors on en a parlé tout à l'heure un peu problématiques juridiques et des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont encore, on a déjà eu des discussions avec des clients où ça, c'est des choses qui sont encore nouvelles et il y a beaucoup de choses à construire quand on consomme d'API d'un point de vue juridique et des choses comme ça. Mais bon, on va pouvoir intégrer, voilà, toutes les terms and conditions. L'idée, c'est quoi? C'est d'accélérer la mise en œuvre des services, que ça soit bien pour l'assureur pour pouvoir vendre rapidement et acquérir de nouveaux clients, et puis pour le car dealer pour pouvoir intégrer ça. Donc là, l'expérience qu'on montre, vous avez vu un plan de consommation. Donc il était free, comme on l'a dit. Hein, l'idée, c'est de pouvoir dire, associé à mon service, je vais lui mettre un plan de consommation gratuit pour commencer, et je vais pouvoir passer à des plans payants si j'ai un certain niveau de maturité et que je veux pouvoir offrir un service payant. Ça va être quoi? Potentiellement le gratuit, il aura le droit à faire tant d'appels par mois, autant de consommation, et après voilà. Et le payant, il va devoir ensuite passer sur quand il a une vision où il va consommer, je sais pas, 10 000 fois le service dans le mois, il va devoir payer tant de fees à l'assurance, des choses comme ça. Et donc là, l'expérience ici, c'est l'expérience un peu plus développeur, dans le sens où on a vu le produit marketing correspondait aux attentes. Ce qu'on veut faire aussi, c'est que d'un point de vue technique, on parle de sécurité, tout ça, on veut pouvoir offrir une expérience où mon développeur il récupère automatiquement les credentials pour pouvoir aller ensuite consommer le service. C'est vraiment un portail tout en un à destination.
des product owners, on va dire, et des développeurs techniques. Parce qu'in fine, à un moment, il y a quand même de la technique derrière. Même si on met une belle vitrine et quelque chose, on va devoir appeler le service. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir tout en un ce self-service dans cette marketplace. Alors, on a vu la partie consommateur. Donc, comme on l'a dit, la partie consommateur, c'est quelque chose que vous brandez à l'image de votre société, vous appliquez vos standards. Et on va voir aussi une partie analytics. Alors je ne vais pas voir la partie producteur, hein, j'ai que 5 minutes, normalement ça se fait en une bonne heure, 1h30, mais on fait vite. Associé à ça, vous avez besoin d'avoir tout un set d'analytics, que ce soit du côté consommateur ou que ce soit du côté producteur. Donc là on a une vue plutôt côté producteur, où il va pouvoir récupérer l'ensemble des KPI sur est-ce que mes API répondent bien. Donc, typiquement, si j'ai un client qui m'appelle, qui me dit voilà, j'ai intégré votre service, mais j'ai des erreurs, voilà, on va pouvoir rapidement retrouver les informations. On va pouvoir suivre tout ce qui est souscription ensuite. Donc, qu'est-ce que les souscriptions? Donc, comme j'ai dit, on va souscrire à un service, un plan qui m'autorise X appels par mois. Je vais pouvoir suivre mensuellement pour mon car dealer où j'en suis. Potentiellement, si je vais le dépasser, je vais devoir appeler le support associé pour dire écoutez, votre service est très bien apprécié par nos clients, il est appelé trop de fois, j'ai besoin de passer au stade supérieur, au plan supérieur. Alors ça va me coûter un peu plus cher, mais donc tout ça on peut le monitorer d'un point de vue producteur du service ou d'un point de vue consommateur. Voilà. L'idée c'est vraiment d'offrir une expérience avec toutes les métriques. Voilà. On a parlé de monétisation tout à l'heure, si on n'a pas toutes ces analytics là, on ne pourra pas faire cette monétisation. Parce que c'est basé sur tous ces analytics que derrière, on va pouvoir s'interfacer avec l'ERP maison pour pouvoir après faire le billing en fonction des services qui seront proposés. On vous propose maintenant effectivement de continuer à échanger et à partager jusqu'à midi à peu près. Vous avez voilà, ce temps d'échange entre vous avec nos experts. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus ce matin. Puis j'espère qu'on aura de très belles marketplaces de services digitaux qui vont naître dans les mois à venir. Merci à tous.